Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Héroïne du quotidien. Comme vous savez, ici, le postulat, c'est qu'on est tous et toutes le héros ou l'héroïne de quelqu'un, que ce soit nos enfants, nos parents, nos clients, même parfois des inconnus. Mais souvent, on ne sait pas. Et c'est bien ça que je veux mettre en lumière ici, c'est qu'on n'a pas besoin de grandes scènes, de grandes lumières pour briller et pour être vu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Dupré. Amandine, c'est une ancienne prof des écoles et aujourd'hui, elle accompagne d'autres enseignants à se reconvertir. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'ai vu que tu animais aussi un podcast qui s'appelle Ta reconversion de prof. Et puis, tu as fondé aussi AMD Accompagnement. Avec Amandine, on s'est croisés plusieurs fois, notamment au Bichot, à un dîner Aude. Et je crois même qu'on était dans un groupe WhatsApp d'entrepreneurs lyonnais, puisqu'on est toutes les deux dans la région lyonnaise. Sauf qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de s'arrêter et de parler. Donc voilà, on va vous faire profiter de notre petite discussion aujourd'hui. Amandine, bienvenue dans Héroïne du quotidien. Eh ben, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est le moment du podcast et les échanges, c'est toujours des moments euh, très chouettes où on peut découvrir vraiment voilà, le parcours de personnalité. Donc je suis très contente que tu m'aies conviée à ce moment-là. Et puis, ben, voilà, je suis ravie que mon parcours puisse faire écho à peut-être des personnes qui vont écouter cet épisode. Ouais, j'espère. En tout cas, ton passé fait que tu as été à un moment donné de toute façon l'héroïne de quelqu'un. Je pense que tu as inspiré plein de gens. Donc justement, en parlant de ça, pour commencer, j'aime bien laisser mes invités se présenter avec leurs propres mots, parce que moi j'ai fait mes petites recherches, j'ai mis mes mots, mais j'oublie certainement plein de choses. Donc Amandine, qui es-tu aujourd'hui? C'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Waouh, vaste question. Alors, qui je suis aujourd'hui? Donc, je suis Amandine et j'aime bien me définir comme amoureuse de la nature. Moi, Mhm. c'est un élément dans lequel je me sens tellement à l'aise. Je, voilà, quand je suis stressée, je vais marcher. Quand je vais pas bien, je vais marcher. Et quand je vais bien, je vais marcher aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Et j'adore échanger avec les personnes, notamment avec les Mhm. femmes, sur divers sujets, sur apprendre à se connaître, développer sa confiance en soi, etc. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, en plus de la casquette d'accompagnante des profs, moi, j'accompagne les femmes justement à Mhm. oser, à, euh, à prendre leur place, notamment les femmes qui sont chefs d'entreprise, Mhm. à développer leur posture de chef d'entreprise. Mais en fait, je ne suis Ok. pas arrivée comme ça du jour au lendemain, puisque comme tu l'as dit, avant j'étais prof. Et en fait, je ne suis jamais sortie du système scolaire, puisque ben voilà, j'étais une élève discrète, avec des résultats corrects. Et puis, bah, j'ai fait des études, mais je savais pas trop quoi faire dans la vie. Du coup, on m'a dit, fais des grandes études, ça t'ouvrira plein de portes. Moi, j'étais là, ok, je ne sais pas quoi faire. Du coup, ma première action mémorable a été de tirer à pile ou face ma première année de fac, parce que je ne savais Ah oui. vraiment pas quoi faire. Donc, entre biologie et droit, et ben du coup, qui n'ont rien à voir, hein, je suis allée en droit. Ouais. Je ne suis pas Ah oui, t'es restée loin des parce profs des que... écoles quand même, là, droit. Oui, 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 c'est pour ça que mon parcours est hyper intéressant parce que j'ai erré en fait dans le système scolaire pendant un petit moment. Ok. Euh, donc j'ai fait ma première année de droit. Je suis allée ensuite... bon, ça m'a pas plu parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez créatif. Voilà, et le droit c'est très cadré, il faut beaucoup bosser et tout. Et moi je suis là, non, peut-être pas. Du coup, je suis passée en licence d'histoire de l'art. Donc là, je me suis Ok. éclatée, mon côté créatif, il était là, waouh, trop bien. Bon, bah c'était beau, c'était des très belles études, très intéressantes. Mais arrivé avec une licence d'histoire de l'art, on fait pas grand-chose. C'est Secteur très compliqué, ouais. bouché, pas forcément d'envie de faire de la recherche, ni de bosser dans le tourisme. Voilà. Donc, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans le master de prof des écoles
parce que ben, j'avais encadré des colos, j'avais fait du centre aéré, donc je me disais, bah, travail des enfants, why not, ça a l'air sympa. T'avais jamais fait de Euh, stage à l'école ou truc comme ça? alors Parce si, que moi j'ai fait un stage, ça m'a vacciné. si, alors j'ai eu la chance de faire un micro-stage rémunéré. C'est un truc qui a existé juste une année, pendant ma troisième année de fac, de licence. Je sais plus comment s'appelait ce dispositif, mais en gros, je venais aider dans une classe et j'étais payée, genre pas grand-chose, mais... Et en Hmm. gros, la contrepartie, c'était de passer le concours. Ok. Donc moi qui avais dans l'optique de passer le concours, ben, c'était donnant-donnant. Je suis allée voir, ça se passait plutôt bien, c'était en maternelle, c'était sympa. Allez, moi je suis un peu comme ça, tu vois, je vois des portes ouvertes Hmm. et je dis bon allez, je rentre et on voit. Bon alors la première année c'était la cata, Ouais. parce que du coup, bah, en fait, j'ai eu ma première année de master, j'ai passé mon concours du premier coup, nickel. Moi, je suis quelqu'un qui bosse, donc pas de souci par rapport Hmm. à ça. Par contre, arrivé sur le terrain, la première année de stage s'est très mal passée parce que, bah, question de posture, je me sentais toujours étudiante, j'étais Hmm. toujours étudiante et on me demandait d'avoir le statut déjà de prof. Et en fait, moi, Ouais. il y avait une dissonance cognitive qui faisait que bah, je me sentais pas à ma place. Et donc, bah, les élèves, ils le sentaient aussi. Et bah, voilà, problème de discipline, problème avec d'autres des enfants qui, voilà, qui avaient du mal à être concentrés, moi qui avais du mal à mettre le cadre. Donc, et puis je suis tombée sur une formatrice qui était complètement inhumaine. On était 5 à être suivis par elle, on est 4 à être sortis de rendez-vous avec elle en pleurant. C'est Oui. pas normal, en vrai. Non. Hmm. Donc, bon, voilà, le contexte a fait que c'était compliqué et je suis quand même tombée sur des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. À Hmm. ce moment-là où c'était la grosse galère. Je suis tombée sur une directrice vraiment chouette qui était passionnée, qui avait des projets, et ça faisait envie. Et je suis tombée, enfin, il y avait un autre collègue dans cette école qui, comme moi, avait galéré sa première année et il m'a dit, mais en fait, tout se joue pas sur la première année. Et que même si tu galères la première année, ben, si tu continues, tu peux arriver à t'épanouir dans ce métier. Et c'est vrai que c'est ce partage-là qui m'a fait dire, ouais, ce, voilà, c'est possible. Et du coup, j'ai recroisé ce gars-là un peu plus tard et je lui ai partagé justement que c'est un peu grâce à lui que, que je suis restée dans le métier. Je suis restée 7 ans où bah, j'ai fait des remplacements pour commencer parce que c'est le début du métier. Voilà. On a peu de points, donc on fait des postes que personne ne veut, mais qui ont été très formateurs. Et en fait, bizarrement, à partir du moment où j'avais validé ma formation, ben, ça s'est beaucoup mieux passé. J'étais plus étudiante, donc j'étais Hmm. prof. Plus de dissonance cognitive. Allez, c'est parti, je me donne à fond. Et là, ça a été. J'ai été ensuite en CM1, CM2 pendant 3 ans. Euh, et j'ai connu la période Covid à l'école en tant que Ah. prof, Ouais. Hmm. qui a été assez compliquée en termes de gestion, qui a remis pas mal de choses en question, et en fait qui m'a montré qu'une autre voie était possible. Ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, on est arrivé de mars 2020, on apprend, comme tout le monde, qu'on va être confiné, donc le branle-bas de combat, on essaie de faire au mieux avec pas d'adresse mail, des enfants qui ont pas internet ou pas d'ordinateur, ou voilà, c'est très compliqué. Et on arrive dans cette période où on est chez soi, et en fait, moi j'ai kiffé, vraiment, de travailler chez moi. Genre, ça a été Ouais. vraiment une révélation en mode, bah, j'aime bien parce que niveau charge mentale, c'est beaucoup plus apaisé. Je peux faire quand même ce que j'aime, mais à mon rythme. Et Ouais. parce que dans une classe, bah, en fait, on est à 200% tout le temps. Il y a des demandes dans tous les sens. Tu vois, on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes dans la journée. Enfin, pour te dire quel niveau de charge Hmm. ça demande. Et, et en fait, à partir de là, je pense que c'était la petite graine qui a fait, mais en fait, un autre avenir est possible, une autre manière de travailler est possible. Euh, j'ai passé ensuite, avant de me reconvertir, une année compliquée
où en fait, j'avais 2 élèves difficiles dans ma classe et une collègue avait dit en début d'année, vous faites une énorme bêtise en les mettant dans la même classe. Ça va mal se passer. On était 12 collègues, les autres étaient là, non, ça devrait aller, les autres sont sympas, donc voilà, 2 élèves qui s'entendent pas, ça devrait le faire. Spoiler, ça s'est pas bien passé. Bah oui. Surtout que j'imagine Euh, qu'en primaire, c'est pas des grandes classes non plus. Enfin, je sais pas, je sais que moi, à l'école de mes enfants, ils sont, euh, ils sont max 25, je crois. Mais après, on est en zone tendue, mais oui, d'éducation prioritaire. ouais, Là, il y avait 26 élèves. ouais. Oui, donc c'est des petits Mais groupes, en donc fait, c'est des... forcément, Oui, et puis comme on les a toute la journée, ben en fait, dès mm, qu'il y a un peu de tension, en fait, elles s'accumulent au fil de la journée. Et ouais. comme c'était 2 profils très compliqués, déjà séparément, bah, et en plus ils ne s'entendaient pas, ça a été une année assez explosive, intensive. Et en fait, j'ai énormément porté et pris sur moi cette année-là pour m'investir, trouver des solutions, être professionnelle, faire que cette classe, elle fonctionne. Mhm. À tel point que, avant les vacances d'avril, j'ai le directeur et la psychologue scolaire qui sont venus me voir dans la classe pour me demander comment j'allais, moi, personnellement. Et en fait, moi, j'étais là, bah, je fonctionne, enfin, je fais au mieux avec ce que j'ai, voilà, Ouais. ça va. Mais tu sais, c'est le ça va Ouais. qui cache ben, en fait, Je je suis au bord m'écoute du pas, gouffre. mais je suis au bord du gouffre, mais Mhm. je le vois pas, moi. Ouais. Les autres le voient, mais moi, je le vois pas. Et il n'a pas fallu attendre si longtemps pour tomber dans le gouffre, puisque Ouais. bah, les collègues ont été hyper sympas, parce qu'après mon année super compliquée, j'ai eu une classe de rêve avec 22 élèves. J'avais une élève compliquée, mais qui n'était pas scolarisée tout le temps, qui avait toujours une AVS. Enfin, le cadre était super. Et en fait, il m'a fallu 3 mois. La première période, de septembre à novembre, ça s'est passé. Et en fait, au retour des vacances, impossible d'y aller. Ouais. Mon cartable était prêt, ma journée était prête, mes copies étaient prêtes, enfin tout était cadré, le Sauf travail le était corps. fait, et le corps il m'a dit nanana. Je me suis effondrée en larmes pendant le petit déjeuner, genre je ne comprenais pas pourquoi, et il était impossible pour moi de bouger, j'étais tétanisée. Donc là, pour moi qui n'étais pas connectée à mon corps et à mes émotions, ça a été très difficile. Et en plus, j'étais hyper investie, donc culpabilité, incompréhension, et j'avais pas vu les signes avant-coureurs, parce Mm. que, a posteriori, ben oui, j'aurais pu dire que j'aurais pu m'arrêter avant, j'aurais pu, mais il y avait une telle déconnexion Ouais. de, avec moi-même que ben, mon corps n'avait pas d'autre solution que de dire là c'est stop. T'as besoin d'un Ouais. break total. Et ce break a duré 8 mois. Ah oui. Ouais, ouais, il a duré 8 mois. Au début, j'étais arrêtée de 2 semaines en 2 semaines et en fait, la perspective de retourner en classe me donnait des cauchemars. D'accord. Donc à un moment, ma médecin, elle m'a dit, ben, euh, ça va pas être possible d'y retourner en fait. Mm. Et rien que l'entendre de la bouche d'un médecin, c'est quand même très fort euh, parce que ça demande ce temps d'intégration de ok, je me suis donné à fond pour ce métier et en fait, je vais devoir me réinventer, faire autre chose. Donc, moment très très intense dans ma carrière. Et à la fois, ça a été le début d'une reconnexion avec mon corps aussi. Avec Ouais. ce véhicule qui est là tout le temps et, et qu'à cette époque, je ne considérais pas comme un allié, mais comme quelque chose de contraignant. Donc, ben voilà, j'ai été arrêtée pendant 8 mois. Et, et en fait, il y a eu toute une période de repos qui s'est suivie d'une période de OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que je fais maintenant, bah, j'ai repris dans la période du Covid, mais qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Ouais. le développement personnel. J'ai découvert des podcasts, parce qu'on avait le temps. Du coup, j'ai découvert le podcast Change ma vie, qui a Mhm. littéralement changé ma vie. Et ça, c'est chouette. Euh,
Et en fait, ces outils-là, je me disais, mais j'aimerais trop le partager à d'autres femmes qui, voilà, qui ont envie de prendre confiance, qui sont euh, un peu spectatrices de leur vie. Et du coup, je me suis formée au coaching de vie pendant cette période-là. Jusqu'à, donc au printemps 2022, j'ai négocié ma rupture conventionnelle dans l'éducation nationale. Et du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat vraiment en janvier 2023. Ok. En janvier 2023, j'ai choisi aussi de me former au bilan de compétences Mhm. parce que durant cette période fin 2022, je me suis rendu compte que les personnes que je voulais accompagner, c'était ces femmes, profs, qui étaient vraiment dans une situation de souffrance, qui vraiment donnaient tout et, euh, et se retrouvaient soit au bord du gouffre, soit dans le gouffre, sans savoir quoi faire. Et c'est un métier où il y a très peu d'aide en fait pour remonter la pente et justement pour se réinventer. Voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai lancé mon activité d'accompagnement des profs en reconversion. Génial. Je les ai accompagnés sur plusieurs volets, Mhm. de la personne qui ne savait pas du tout quoi faire de sa reconversion aux personnes qui demandaient leur rupture conventionnelle, aux personnes qui développaient leur activité. Et D'accord. en fait, je me suis rendu compte que j'adorais bosser avec les chefs d'entreprise, avec des personnes, des entrepreneurs, parce qu'ils sont déjà dans l'action, parce que ces femmes, elles ont des idées, elles ont envie de changer le monde. Alors que quand je travaillais avec les enseignants qui veulent se reconvertir, j'étais là pour les aider à remonter la pente. Donc ça me demandait énormément d'énergie. C'est toi qui Et les portes, qui les tires. exactement. Mhm. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai fait tout un travail thérapeutique sur mon histoire à moi, qui est venu mettre un éclairage sur le syndrome de sauveur que j'avais aussi Mhm. en quittant l'éducation nationale. Je voulais pas partir toute seule comme ça, je voulais essayer de sauver finalement le maximum de femmes qui vivaient ou qui avaient vécu la même situation. Sauf que quand on est dans le triangle de Cartman et du coup dans cette situation où on se pose en sauveur, on considère que les personnes sont victimes et qu'il y a un Mhm. bourreau. Et du coup, on rentre dans quelque chose de malsain euh, où en fait on va dire, on vient se substituer et on vient jouer avec des mécanismes qui sont euh, pas, pas alignés finalement avec ce que moi je voulais. Et en fait, mettre le, le regard sur ce syndrome du sauveur, ça m'a aussi Mhm. permis de me dire, ok, cette phase-là de ma vie, ça m'a permis, moi, de me guérir. Moi, de me reconstruire et de terminer, en fait, cette comment dire, cette aventure, ce chapitre, de clore ce chapitre avec Mhm. l'éducation nationale. Même si aujourd'hui j'accompagne encore quelques enseignants qui veulent se reconvertir, c'est plus mon activité principale. Ok. Et c'est aussi pour ça que j'apprécie encore de le faire. C'est que euh, c'est qu'en fait je ne fais pas que ça. Parce que comme Mhm. je suis quelqu'un d'hypersensible, le fait d'être au contact très régulièrement de personnes qui sont en grosse souffrance, ça me pesait énormément. Alors que là, du coup, le fait d'avoir mon activité qui est aux trois quarts femme entrepreneuse et on va dire un quart prof qui veulent se reconvertir, et j'ai trouvé moi mon équilibre qui me permet de plus me positionner en sauveur, mais d'être vraiment alignée avec ma vision qui est d'accompagner les femmes à oser, à prendre confiance, à redevenir actrices de leur vie et à assumer pour celles qui sont chefs d'entreprise leur posture, leur vision, leurs compétences euh, pour pouvoir développer leur activité. Ouais. D'ailleurs, tu t'as répondu à un. J'ai fait un post sur Instagram parlant de la vision des entrepreneurs que il y en a beaucoup qui n'en avaient pas et du coup qui étaient dans le flou. Et tu m'as dit que c'était la base. Malheureusement, il y en a tellement qui sont pas au courant que c'est la base. Que voilà, c'est génial qu'il y ait des personnes comme toi qui aillent les aider
à aller jusqu'au bout de la vision. C'est cool. Mm, mm. Ben parce qu'en fait, moi, ce que j'ai pu observer dans le marché de la formation entrepreneuriale, c'est que on parle beaucoup de stratégie. On parle beaucoup de comment faire pour poster sur les réseaux sociaux, pour créer une offre, pour etc. Mais en fait, c'est que une partie, pour moi, de l'activité entrepreneuriale, et qu'en fait, ça ne peut pas aller séparément de l'identité de Mm. l'entrepreneur. Et qu'en fait, on néglige énormément de travailler sur bah voilà, sa vision. Pourquoi est-ce que moi, je suis unique? Pourquoi est-ce que ce que je fais eh bien, va résonner avec certaines personnes et pas d'autres? Bah, en fait, c'est ça la vision. Mm. Et tu vois, par exemple, ce que j'ai compris dans mon histoire, c'est que cette vision d'aider les femmes à prendre leur place, bah, en fait, je l'ai fait différemment, mais dans chacune de mes activités. Puisque bah, quand j'étais prof, bah, j'accompagnais aussi les Mais élèves oui, à prendre confiance d'une évidemment. certaine manière. Et en fait, ça vient aussi résonner dans mon histoire à moi, ben, la relation que j'ai eue avec la confiance en moi, et puis même euh, l'histoire avec ma mère. Comme ma maman était malade, elle était bipolaire, eh bien, en fait, elle était bloquée dans ce qu'elle voulait faire parce que la Mm. maladie l'empêchait en fait de réaliser ce qu'elle avait envie de, voilà, de faire, de prendre sa place, de... Et en fait, c'est un peu comme si moi, en accompagnant les femmes aujourd'hui, je réparais quelque chose qui était un peu plus ancien Mm. dans la situation de ma mère, mais aussi dans la situation des femmes bah, qui prennent leur place, mais que depuis quelques années finalement. Puisque quand on regarde le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, enfin, le compte bancaire, c'est les années 60. Enfin, à un Mm. moment, faut replacer dans le Ouais, c'est clair. contexte dans lequel on est, c'est que cette émergence du leadership féminin, bah, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire. Et c'est pour ça aussi que c'est important, c'est que on part avec des années et des siècles de oui mais la femme est à la maison, elle n'a pas son mot à dire, elle n'a pas à travailler, etc. Et, et en fait ce mouvement-là vient s'inscrire, enfin ma vision vient s'inscrire dans ce mouvement-là qui est beaucoup plus systémique, à la Mm. fois qui vient s'ancrer dans mon histoire et à la fois qui vient s'inscrire dans l'histoire de la société dans laquelle on est. Et en fait c'est ça la vision. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que avoir une vision claire de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça déconnecte du résultat et de l'attente qu'on peut avoir. Dans le sens où aujourd'hui on nous vend l'entrepreneuriat comme la meilleure recette Mm. pour être indépendant L'Eldorado. financièrement, l'Eldorado, la liberté, etc. Euh, Je oui, vous invite pour à être certains, entrepreneur une semaine et on en c'est reparle. ça. Ça demande quand même un ancrage Ah. euh, et une résilience de dingue. Parce que Mm. c'est pas comme si ça allait marcher du premier coup en une semaine, quoi. Mm. Et il Clairement. faut arriver à rebondir sur ce qui se passe, sur les échecs, à se poser des questions, à comprendre aussi ce qui se passe et finalement à décorréler sa valeur personnelle de ses résultats. Parce que sinon dès qu'il y a une absence de résultat, ben, on va se dire c'est de ma faute, voilà, je vaux rien, donc je vais retourner au salariat. En fait, Mais il y en a beaucoup, l'état hein. d'esprit d'entrepreneur, c'est pas ça. Mm. Il y en a beaucoup qui sont pas prêts. Et je reviens sur Oui. la vision. Moi, je sais que j'accompagne aussi les Mm. femmes à structurer leur business et on structure pas sans avoir une vision. Moi, je peux pas dire on va faire ce plan-là si je sais pas où tu veux aller. Mais ce qui est le plus dur, c'est d'avoir sa propre vision et pas d'aller chercher le rêve de quelqu'un d'autre. Euh, et alors, tu dois certainement le traiter, toi, dans tes accompagnements. Mais pour avoir accompagné quelques entrepreneuses maintenant, euh, en général, elles poursuivent pas leurs rêves et leurs visions, elles poursuivent bah, ce qu'on leur dit. Et ça, Mm. c'est hyper compliqué à leur faire comprendre que tant que c'est pas leur vision et elles pourront faire ce qu'elles veulent, on n'y arrivera pas. Elles y arriveront pas, elles iront pas.
là où elle pense aller, quoi. Bah parce que la vision, c'est le carburant. Mm. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous drive, et c'est aussi notre vision de la réussite. C'est qu'en fait, c'est ça. C'est sur les réseaux, on nous vend énormément la réussite made in Financière. Dubaï ou Mm. made in machin. Mais en fait, moi, ma vision de la réussite, elle est pas du tout là, tu vois. Moi, ce que j'adore, c'est en fait avoir plusieurs parts de moi qui puissent coexister. Et moi, je peux, enfin, j'adore jardiner, donc j'adore passer du temps dans mon jardin avec les bottes et retourner la terre, ramasser mes fraises et tout. Et j'adore aussi bah, participer à des événements entrepreneuriaux, échanger avec du monde. Ça fait partie de moi et ça fait partie de ma vision de la réussite. Mais voilà, j'ai aussi des valeurs environnementales qui sont très puissantes et enfin très fortes. Et pour moi, voyager autour du monde, c'est pas du tout ma vision de la Mm. réussite. Ouais, ouais, on a tous des définitions. Le bonheur, la réussite, la liberté, c'est Tout tous à des fait. définitions qui sont différentes. Et pour autant, souvent, on n'a pas forcément, en tout cas, on touche pas forcément tout de suite la vraie définition que nous, on a envie. Et Mm. ça, c'est pas évident. Et est-ce que toi, dans ta vie, pour arriver à être Amandine que tu es là aujourd'hui, est-ce que toi, tu as eu des modèles? Parce qu'on est les modèles de quelqu'un, mais on a forcément eu des modèles. Est-ce que tu as quelqu'un ou des personnes qui t'ont marqué ou au contraire qui t'ont fait aller ailleurs, des anti-modèles? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai... Enfin oui, j'ai forcément des modèles. Euh, Alors je dirais que dans ma carrière de prof, j'ai rencontré une personne lors de ma deuxième année qui vraiment a été un peu un pilier de... Ouais, modélisant. Enfin, je la sentais vraiment sereine dans ce qu'elle faisait, vraiment connectée à sa joie, hyper curieuse. Et ça a énormément résonné avec la jeune femme que j'étais à ce moment-là qui voulait tout donner pour le travail finalement parce qu'elle avait quelque Hmm. chose à prouver. Et en fait, ça m'a un peu ramé à, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour toi? Et, et donc voilà, ça c'est bah, du coup ma collègue Annie. Euh, Après, dans l'entrepreneuriat, il y a pas mal de personnes qui m'inspirent par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui. Euh, on parlait de réussite et tout à l'heure je parlais du podcast Change ma vie, mais c'est vrai que Hmm. bah, l'autrice du podcast qui Ah. est Clotilde Dussoulier, eh ben il y a quelque chose d'elle qui émane, qui est hyper apaisée, hyper posée, alors que tu vois, elle a une entreprise qui a dépassé les 6 ou 7 chiffres, je sais plus, mais du coup, tu vois, qui a vraiment un truc énorme et qui arrive à rester hyper naturel. euh, et du coup, on la voit pas trop moins sur les réseaux sociaux parce que justement, elle garde ça pour elle. Souvent, ceux Hmm. qui qu'on voit le plus, c'est peut-être ceux qui aiment la superficialité aussi, qui ont besoin de montrer leur statut social ou ce qu'ils font ou leur réussite. Mais bien souvent, il y a des personnes qui réussissent mais qui ne le montrent pas forcément parce que, ben, en fait, c'est pas dans leur vision de Hmm. justement étaler cette réussite-là, cette simplicité dans la réussite. Mais il y en a qui le font et heureusement. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Je te rejoins pour Clotilde parce que moi aussi j'ai découvert beaucoup de choses pendant le Covid, donc dont Clotilde et elle m'a aussi aidé à passer des paliers et c'est vrai que c'était top. Mm, Mais oui, c'est quelqu'un de très discret en tout cas. Hormis sur Insta, on la voit pas particulièrement ailleurs, donc ouais. mm, mm. Ok. Moi, dans le podcast, j'aime bien parler. Tu vois, on est des héros plutôt de l'ombre. J'aime bien faire cette balance de d'ombre et de lumière. Est-ce que toi, justement, tu parlais de gens qui se montrent plus que d'autres, qui montrent leur réussite et d'autres qui restent plus en arrière. Est-ce que toi, à un moment donné dans ta vie pro, t'as eu un moment plutôt d'ombre, plutôt où tu te serais senti invisibilisé,
pas reconnu pour ce que tu avais fait ou pour ce que tu étais? Alors, alors j'ai connu un moment d'ombre, mais pas forcément où je me suis sentie invisibilisée, où je me suis sentie dans le chaos. Mhm. En fait, c'est à partir de juin 2025, j'ai bien senti que mon activité 100% prof, ça allait pas pouvoir continuer. Voilà, j'étais plus alignée. Pourtant, bah, tu vois, j'avais un podcast que j'ai arrêté parce que ça me prenait énormément de temps. Enfin, j'étais hyper Mhm. investie. Et en fait, la balance investissement et retour sur investissement, elle n'était pas tout à fait à l'équilibre pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais un peu dans la, le- la balance de, bah du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je suis mon cœur, que je fais face à mes peurs? Parce qu'il y a ça aussi, c'est bah, on a tous nos propres peurs, nos propres blessures, et puis on a, bah, quand on est depuis plusieurs années dans l'entrepreneuriat, bah, voilà, des idées déjà préconçues de ce qui se fait, Mhm. et du coup, comment est-ce que j'arrive à cheminer moi dans ce moment où j'ai une énorme page vide, page blanche, tout est possible, et, euh, et où en fait je vois pas la lumière au bout du tunnel. Je sais Ouais. pas dans combien de temps je vais arriver à avoir cette clarté et cette vision, mais Mais qui il du faut coup quand fait même, que bah, entre-temps, continuer parce qu'il faut bien manger, c'est quoi. ça. Et ben oui, oui, du coup c'est l'avantage d'avoir entre guillemets switché l'activité, c'est que j'avais encore de la réserve et j'avais encore un accompagnement du coup individuel, donc ça m'a permis d'avoir ce temps-là, mais c'est aussi compliqué de se dire bah voilà, comment est-ce que j'arrive à naviguer et comment est-ce que je sais que je suis au bon endroit et, euh, et cette phase de doute, moi j'appelle ça le chaos parce que en fait j'avais plein d'idées et puis un jour je disais ah tiens je vais faire de l'individuel, puis après je vais faire du collectif, puis après de l'individuel. J'arrivais pas à me caler et tout était flou. Et en fait c'est de recentrer sur ma vision justement, sur qui je voulais vraiment accompagner et de me dire qu'en fait je bâtissais quelque chose sur le long terme. Que Mhm. euh, qu'en fait j'avais pas besoin de me compliquer la vie, que j'avais juste besoin de lancer quelque chose au plus simple et après de voir les retours que j'allais avoir dessus. Et finalement, ce moment de chaos, ça a été vraiment. J'ai énormément mentalisé, tu vois, beaucoup de choses, euh, fait des scénarios, etc. Mais à partir de janvier, je me suis dit, ok, lance un truc et après tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est comme ça que tu as les retours avec les personnes sur le terrain, sur les réseaux sociaux, par rapport à tel ou tel sujet. Et c'est là où en fait tu peux construire quelque chose de solide. Mhm. Parce que toute la période où tu es dans ta tête et où tu élabores le meilleur machin, ben en fait tu fais pas à côté. Tu passes pas à l'action et tu passes Mhm. pas à la phase test and learn qui est de j'essaye un truc, je vois les retours, j'ajuste, etc. Donc Ouais. ouais, je pense que c'est ça ma phase d'ombre. C'est plutôt moi qui me suis sentie dans l'ombre, mais pas Tu t'y es forcément mis par toute rapport à seule, ce que... mais oui. Exactement, je me suis mis toute seule parce que la période faisait que je pouvais pas être visible vu que j'étais pas claire dans ce que je voulais. Ouais. Et que c'était une période Après, qui a été nécessaire en fait. de toute façon, on a tous des moments de chaos. Mm. Et c'était 2 ans après que tu te sois lancé, en fait, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a des cycles. C'est un cap. Tu verras, Ouais. il Ouais, y a ouais. des cycles. Moi, tous les 2 ans, c'est pareil. Je, je bouge dans ma tête. Mais Mm. ouais, ouais, on a tous ces moments de chaos. Ils sont bénéfiques en général. Après, ça va mieux. Et Oui, vas-y, vas-y. oui, oui, mais on n'en parle pas forcément assez, tu vois, de se Non. dire que, enfin, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on est en mode, bon, bah, ok, je vais avoir une idée, ça va être comme ça va être super. Mm. Et en fait, non, c'est un peu comme ça. Ah oui, j'avais vu la Bah courbe oui. des saisons dans l'entrepreneuriat où, ah non, je vais essayer de montrer comme ça, où en gros, tu commences comme ça, et après, tu fais comme ça, et après Ouais, comme ça ça, et remonte. là, Ouais. tu trouves le product market fit,
C'est Ouais, le produit qui correspond au marché et après ça remonte. ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des petites étapes entre-temps pour... ou Ah bah ça de rame, toute tu vois. façon, quand on nous dit qu'on vit les montagnes russes, enfin c'est pas faux quoi. Et que ça s'arrête jamais. Et même des personnes, des entrepreneurs qui font des millions et qui reviennent à ce qu'ils faisaient avant, enfin qui reviennent en arrière pour faire moins mais mieux. Il y en a des Oui, tonnes tout à quoi. fait. Parce Mm. que encore une fois, c'est pas leur vision. Enfin, on tourne un peu en rond, mais ouais, ouais, c'est toujours, de toute façon, l'entrepreneuriat, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est Oui, bon. et puis comme en tant que personne, on évolue, bah du coup, l'entreprise aussi, c'est important de la faire évoluer à, à la hauteur de l'identité que l'on développe. Parce que Ouais, sinon, bah, soit on s'ennuie, soit on se reconnaît pas. c'est ça. Et tu vois, c'est un peu... j'ai une personne lors d'un appel qui m'avait demandé, mais comment est-ce que tu définirais ta relation avec ton entreprise? Et j'étais là, bah, en fait, c'est un peu comme un couple. Il faut Mm. que... Il faut, comment dire, entretenir la flamme régulièrement pour justement que ça nous apporte mutuellement. Que Ouais, chacun se sente à sa place, ouais, l'entrepreneur et l'entreprise. ouais, je suis complètement d'accord. Et donc là, on a parlé d'un moment de moins bien. Est-ce que, à l'inverse, tu aurais vécu un moment où tu te serais senti justement à ta place, rayonnante, enfin, vraiment mise sous la lumière, voilà, un moment où tu t'es senti là, j'y suis bien, quoi. Hum, Alors souvent, ça me le fait quand j'ai des retours de clients ou de prospects par rapport bah, soit aux résultats et du coup ce que j'ai pu apporter dans l'accompagnement, soit par rapport à voilà, leur retour, leur ressenti. Et en fait, il y a une cliente que j'ai accompagnée ben, du bilan de compétences à la rupture conventionnelle. Mhm. Et en fait, elle m'a clairement dit, bah, tu vois, t'as changé ma vie. Et ça, ce genre de mots, bah, tu dis, mais waouh, enfin, j'ai... C'est Finalement, le ma plus beau des réussite, cadeaux. si je peux changer la vie de certaines personnes, c'est déjà énorme. Mais clairement. Et finalement, l'impact que je laisse, la trace que je laisse, c'est que ces femmes, elles partent de burn-out à entrepreneurs épanouis. Et en fait, moi, ça me fait kiffer de les voir grandir, s'épanouir, se développer. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment chouette, quoi. Non, mais c'est génial. C'est le plus beau des cadeaux, hein, Mm. de toute façon, quand on te fait ce retour, Ah oh oui, c'est ouais, génial. ouais. C'est génial. Et est-ce qu'il y a des trucs qu'on projette sur toi? Je sais pas, peut-être quand t'étais prof, on disait, ah bah, de toute façon, les profs, ils sont comme ça, toi, tu dois être comme ça. Par exemple, moi, je structure la boîte des gens. On me dit, ouais, chez toi, ça doit tout être rangé, organisé, machin. J'ai deux enfants. Je peux te dire que chez moi, c'est tout sauf rangé, organisé, hein. J'en rêve, mais ça l'est pas. Qu'est-ce qu'on projette sur moi? Quelles sont les croyances qu'on aurait? Donc, La ça, c'est première une fois bonne que je t'ai question. vue, j'ai cru que t'étais une artiste. Tu vois? Je suis un peu La façon de artiste. t'habiller et tout. Façon de t'habiller, t'avais du rouge à lèvres très très foncé et tout. Je me suis dit, ah tiens, Ouais. elle doit être dans l'artistique ou truc comme ça, mais pas du tout. C'est une manière de voir les choses. Moi, je trouve que l'accompagnement, c'est une forme d'art. Oui. C'est Et comme moi, la créatif. beauté, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je vois la beauté partout. Non, mais t'as raison. La beauté est une forme d'art. Mais oui, bah, typiquement, on pourrait trouver que je suis quelqu'un qui n'est pas forcément professionnel. Parce que je suis celle qui va être avec une fleur dans les cheveux, qui va être Hmm. habillée hyper colorée, et que, bah, tu vois, si tu vas sur LinkedIn, tu vois des mecs en costard, voilà. Je- C'est Ouais, peut-être ça on se qu'on fait chier projette sur sur LinkedIn moi. aussi. Oui, bah bien sûr, mais bon, ça, je sais pas le dire, mais non, mais oui,
typiquement, moi, quand j'ai commencé, je voulais rentrer dans ce cadre-là de oui, il faut que je mette des vestes sombres pour faire plus pro et tout. Et en fait, moi, je m'amuse et j'attire les personnes quand je suis vraiment moi. Quand je suis celle qui a Mm. une fleur dans les cheveux, qui est habillée en couleur, voilà, qui rayonne qui elle est vraiment. Mais Ouais. par contre, typiquement pour les personnes qui attendent bah, quelqu'un de très protocolaire, de voilà, bah je suis pas forcément la personne vers qui ils vont aller, mais c'est pas grave. Il y a des coachs pour tout le monde, hein. C'est ça. En général, on attire qui on est. Oui, 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 mais enfin, on attire d'autant plus qu'on rayonne vraiment qui on est Mm. et qu'on ne joue pas un jeu de oui, mais faut être comme ci, comme ça. Non. Tu vois, moi sur Instagram, j'ai des photos, je suis en extérieur, je suis en robe. Tu vois, les gens ils pensent que je suis un peu perchée, mais je le suis un peu. Mais ça ne m'empêche pas d'être hyper professionnelle en Eh fait. oui. Mais je le suis. Mais je suis aussi artiste et je suis plein de choses en fait. Je suis vraiment euh, je sais pas, multi-personnalité. Mais en fait, c'est aussi ça qui fait la richesse de mes accompagnements, de ce que je propose, c'est que je vais aller chercher dans différentes sensibilités, dans de l'art-thérapie, bah, je sais pas, dans des pratiques plus spirituelles, dans des choses qui sont beaucoup plus cartésiennes, dans des pratiques de coaching, de PNL, etc. Euh, Parce que j'aime cette pluralité de, de facettes. Ouais. Alors que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais il faut que je m'enferme dans la personne hyper professionnelle et en fait, je m'ennuie. Ce que tu disais, enfin, Bah, moi, je suis pas comme ça, donc ouais, puis t'attires pas forcément les gens que t'as envie d'attirer non plus. bah oui. Eh Oui, moi oui. j'ai envie de bosser avec des gens qui sont créatifs, voilà, qui aiment être, ou qui osent être un peu différents, qui veulent Mm. assumer leur petit côté différent. Si moi je peux les aider dans ce chemin-là, c'est avec plaisir que j'assume pleinement qui je suis. Et du coup, justement, comment t'arrives à attirer tes clients, notamment quand t'accompagnais les profs, j'imagine que c'était pas si évident que ça d'aller les chercher parce que déjà, d'une, vous n'avez pas l'habitude de vous écouter. Il y a beaucoup de... Voilà, il faut tenir puisque tu portes tout en fait quand t'es prof, tu l'as dit tout à l'heure. Mm, Donc, comment t'arrivais à aller les chercher et à les faire s'asseoir et à dire non, ça va pas, faut que je change. Et aujourd'hui, les femmes que tu accompagnes, c'est que des entrepreneurs ou il y a un peu des gens qui sont pas forcément entrepreneurs que tu Aujourd'hui, accompagnes? j'accompagne que des entrepreneuses Que sur le des- volet de la posture de chef d'entreprise. Ok. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, quand j'accompagnais les profs, c'était quelque chose d'assez compliqué d'aller les chercher parce que il y avait un grand travail de pédagogie finalement pour pouvoir se rendre compte qu'il y avait une situation problématique, de comprendre d'où ça pouvait venir et ensuite de passer à l'action. Et qu'il y avait aussi énormément de blocages sur le passage à l'action. Euh, donc ça m'a demandé vraiment de construire en fait une communauté, de construire. Donc tu vois, j'avais un podcast à ce moment-là et il m'a énormément aidé à asseoir mon autorité par rapport à ce que je faisais à ce moment-là. Pour que les profs aient suffisamment confiance en moi pour venir euh, toquer à la porte ou voilà pour prendre rendez-vous. Donc c'était vraiment un travail sur du long terme de créer cette confiance-là. Alors que aujourd'hui, en fait, une partie de mes clientes, je les rencontre en présentiel. Ouais. Parce que j'ai eu ce travail aussi de revenir à moi ce que j'aimais. Et c'est vrai que le présentiel et la connexion que l'on crée à ce moment-là, elle est tellement plus puissante, plus tangible. Il se passe beaucoup plus de choses en termes d'émotion, en termes de compréhension. Moi qui suis hypersensible, ben, c'est vrai que voilà, il y a des personnes avec qui j'ai le feeling et je sens que je vais pouvoir les accompagner. Et ça se fait, ben, pas en un claquement de doigts, mais de manière un peu imperceptible. Euh, et du coup, après, bah, la confiance se crée par des appels, par un Mm. suivi, etc. Mais la première impression,
là, enfin, dans ma façon aujourd'hui de fonctionner et dans mon activité, c'est vraiment sur du présentiel. Ouais. Mais ça revient de plus en plus de toute façon de se rencontrer parce que en vrai c'est là que la connexion elle se fait, c'est là où tu vois les vrais gens quoi. Donc Oui, je comprends et en fait, tellement. ce que je disais en termes de confiance, c'est que la Mm. confiance que tu crées sur les réseaux, peut-être en 6 mois, et ben en une conversation dans une soirée, tu vas avoir la même, enfin pas la, ouais, la même proximité finalement. Ouais. Parce que ben il y a beaucoup de choses, d'autres choses qui se jouent en termes corporels, en termes d'émotions, en termes de non-verbal, etc., que tu peux pas avoir dans le virtuel. Donc en fait, les deux sont complémentaires, Ah mais, oui. euh, mais pour revenir à ta question initialement, voilà, moi aujourd'hui, la majorité des clientes que j'ai, ce sont des personnes que j'ai rencontrées en présentiel. Ok. Et est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, notamment par rapport à la dame que tu as accompagnée du bilan jusqu'à la rupture. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait faire des ruptures avec l'éducation nationale, tu me l'apprends. Euh, mais est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as sur les autres? Euh, alors, je vais répondre oui et non. Euh, je me rends compte par rapport au retour que l'on me fait. Mm. Et d'ailleurs, c'est hyper important. Moi, j'adore faire des retours aux gens parce que je sais que c'est comme ça que j'arrive, moi, à avoir ces retours-là. Euh, bah oui, tu vois, par exemple, j'ai un petit dossier où je garde les petits messages qu'on m'envoie, les vidéos de témoignages pour justement ben, hum, intégrer et rendre palpable, tu vois, l'impact que j'ai sur les gens. Mais, euh, mais ça a été aussi une construction interne, euh, comment dire, d'estime de moi et de valeur de moi, d'intégrer que j'avais un impact hyper positif sur les gens. Mm. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été plus difficile, en fait, de le voir. Il y a deux dimensions entre le voir et l'intégrer. Ouais. Et tu vois, cette phase d'intégration, je pense qu'elle est encore en cours. Pourtant, enfin, t'as dû impacter quand même vraiment beaucoup, beaucoup de gens parce que mine de rien, t'as été euh, instite, c'est ça, t'étais prof des écoles en Ouais. primaire, maternelle, j'imagine. Donc t'as eu plein d'élèves que tu as dû impacter et enfin voilà, t'as été un modèle quand même pour tous ces gamins. Enfin, Oui, personnellement, quand mes filles me parlent de leur maîtresse, enfin c'est énorme quoi. oui, 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 c'est vrai, mais du coup, ça rejoint tu vois, la conscience que l'on a de l'impact que l'on a chez les autres. Et parfois, on peut faire de son mieux sans avoir conscience de l'effet que ça peut avoir chez les autres. Mm. Et, euh, et je sais que moi, pendant longtemps, j'ai eu ce travers, en fait, bah, on avait beau me dire que ce que je faisais, c'était bien, que, tu vois, j'avais des super retours de parents. En fait, il y avait comme s'il y avait une barrière ou comme si c'était jamais assez pour que moi, je l'intègre comme Mm. une donnée factuelle. Donc Ouais. maintenant, ça, Toi, tu faisais juste ton voilà, job c'est en quoi. cours. Exactement. Ouais. Non, Bien, je te le dis, tu mais à es la une fois, c'est héroïne pour intéressant plein de comme. gamins. Oui, 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 oui. Bah Oui, en oui, effet. et oui. Ouais. Et maintenant, pour tes clients, tu es sûrement quelque part une héroïne aussi pour elles. T'as eu que des femmes ou t'as eu un petit peu des hommes aussi en client? Alors, j'ai travaillé un peu avec des hommes, professeurs des écoles, mais majoritairement avec des femmes. Déjà parce que c'est une population très féminine Ouais. et que du coup, bah voilà, de facto, Il y a plus. il y a plus de femmes. Euh, Ok. et que souvent, les hommes ont moins de mal que les femmes à se reconvertir quand ils sont profs. Il y a moins Ah d'attaches oui, et moins de blocage au passage à l'action, ouais. d'accord. Et parce C'est que marrant. souvent,
le métier de professeur des écoles pour une femme qui est mère, voilà, Hmm. eh ben, ça a des avantages aussi C'est pratique. ouais, voilà, c'est pratique en termes d'horaire, en termes de vacances, bah oui, Ben oui, et du coup, on y... on s'ancre dans cette identité de, bah oui, je suis prof des écoles Ouais. ad vitam Et aeternam, tu si je vois. fais plus ça, comment je vais faire du coup pour les enfants, pour les C'est ça. vacances, pour les... Ouais, bah oui, génial. Mm. Est-ce que tu aurais en tête une chose que tu aurais fait euh, et dont tu serais hyper fière, mais que personne n'aurait vu? Quelque chose que j'ai fait dont je suis super fière, mais que personne n'a vu. Personne ou très peu de Ah, gens auront vu ou ouais. su. Euh, alors, ouais, si ça c'est quand même une grosse fierté de ce début d'année, c'est de pouvoir parler librement de l'histoire qui s'est passée avec ma mère. Ça, je C'est pense que ça a génial. été un espèce de truc qui s'est débloqué. Et en fait, tu vois, j'en parle maintenant, mais bah, mes amis de l'époque n'étaient pas au courant, tu vois. D'accord. Ouais, bah après, j'imagine que Donc, c'est pas facile non plus, voilà, à oui, voilà. raconter. Et puis, c'était une période où on parlait pas du tout de santé mentale, il n'y avait pas d'accompagnement, enfin, c'était hyper compliqué. Et tu vois, Ouais. d'avoir passé ce cap de oser dire, ben voilà, moi j'ai grandi, enfin, j'ai fait un post là-dessus sur, oui, moi je passais mes week-ends à l'hôpital psychiatrique. Ah Bah oui, ouais. Et personne j'ai ne eu une savait. super enfance, C'est ça. Yeah. c'est ça. Mais bon, mais pour ma vie sociale, personne n'était au courant. Ouais, mais ouais. Mais Bah c'est oui. fou, Mm. c'est fou ce qu'on garde pour nous pendant toutes ces années et qui sortent après. Mais bon, c'est comme ça, hein. Oui, et à la fois c'est hyper modélisant parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ah bah non, non, Ah, non. tu vois, de qui a dans son entourage des personnes qui sont internées une fois ou régulièrement, sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est la honte, voilà. Alors que maintenant, Bah enfin, ouais, déjà. on a un autre regard sur la santé Hmm. mentale, mais sur le côté psychiatrique, on est encore un petit peu Ouais. sensible. Ouais, mais enfant, ça doit déjà être lourd à porter. Si en plus faut porter le regard des autres, alors là, Ouais, non. non, Moi, c'est pas c'était quand possible, j'étais quoi. ado et clairement, c'était Ouais, niet. tu peux pas, hein. Je me C'était juste rappelle, pas j'avais une possible. copine, sa maman était, comment t'appelles ça, maniaco-dépressive. C'est pareil, elle en parlait pas. On le savait parce que Ouais. ça s'était su, voilà, mais elle Mm. en parlait jamais, hein. Donc, et tu peux pas aider dans ces cas-là s'ils veulent pas en parler, voilà, tu vas pas forcer, quoi. Donc, ouais, je comprends, Mm. je comprends pourquoi t'en parlais pas. Même si je l'ai pas vécu, je l'ai vécu à distance. Mais, euh, mais bravo en tout cas d'arriver à en parler et d'avoir réussi à passer cette étape-là. Parce que j'imagine que Mm. ça doit pas être évident non plus d'en parler en plus sur les réseaux. Bah, bizarrement, ça m'a paru moins difficile que ce que j'aurais pu penser, parce qu'en fait, c'était le bon moment. Parce que j'avais fait Ouais. tout ce travail sur moi. En fait, c'est venu après un moment où, bah, tu vois, toute cette partie-là, je suis venue l'apaiser. Et je sais que ça fait partie de mon histoire, de la personne que je suis aujourd'hui, de mon pourquoi, de ma Mm. vision. Donc, clairement, ça s'intègre dans mon storytelling, comme vous pourrez dire. Ouais. Pas comme quelque chose de lourd à porter, mais comme Mm. bah voilà, quelque chose qui est beaucoup plus apaisé. J'ai beaucoup plus de bienveillance pour toutes les, comment dire, pour toutes les personnes de cette histoire-là que ce que j'avais pu avoir avant, tu vois. Parce que je suis Ouais. passée par énormément de colère, d'injustice par rapport à cette situation. Enfin, tu vois, quand t'es ado, t'as juste envie Ah bah d'avoir oui, une non mais. famille normale, quoi. Alors Et il y a ouais. un spoiler alerte, aucune famille n'est normale. Ça, Oui, après, il y a c'est- quelques niveaux, mais Il y a des niveaux, mais quand même, il y a ouais. toujours un peu des petits trucs, Oui, voilà. bah bien sûr, mais tu vois, quand tu as Mais enfin, le genre de vie que je pouvais avoir, ah bah oui, non mais ça. forcément, n'importe quelle autre vie semblait plus apaisée, Hmm. plus tranquille, plus standard en fait, Ouais. tout simplement. Ouais, ouais, je comprends. Mais bon.
le cap est passé, voilà, c'est Oui. accepté maintenant, donc c'est génial. Mm. On arrive à la fin de l'épisode. Je crois que c'est un des plus longs épisodes que j'ai fait. C'est top. Euh, la dernière question en général, c'est si tu devais tendre ce micro à quelqu'un qu'on n'écoute jamais, homme ou femme, à qui t'aimerais le tendre et pourquoi? Ah, très bonne question. À qui j'aimerais tendre le micro? Quelqu'un qu'on n'entend jamais. Jamais ou qui? Pas beaucoup, quoi. Tu vois. Ouais, du coup, quelqu'un qui inspire, mais qui est un peu dans l'ombre. Voilà. Euh... J'ai le temps de réfléchir? Vas-y, T'as 2 heures? vas-y, réfléchis. Qui est-ce que... de qui j'aimerais bien écouter l'histoire ou entendre? Après, tu vois, j'ai des invités. Après, tu peux ne penser à personne. J'ai des invités Ouais. qui m'ont dit, j'aimerais entendre plus de femmes qui ont eu des vies Ah oui, sans avoir traumatiques. une personne en Enfin, particulier. non, 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 non. Des Ouais, femmes battues, des femmes, tu ouais. vois, voilà, Ok. des- Bah du coup, je à vais qui rebondir sur ce que tu... j'ai dit. Bah du coup, pour répondre à ta question, tu vois, le sujet de la santé mentale et de comment est-ce que on vit le fait de d'accompagner quelqu'un, un proche qui est interné en hôpital psychiatrique. Je pense que c'est vraiment un sujet qui mériterait d'être mis davantage en lumière parce que Mhm. c'est encore trop tabou, je dirais, et encore plus Ouais. difficile à vivre. Et c'est encore vécu, je pense, pour énormément de personnes comme une honte de d'avoir à gérer ça. Ouais. Ouais, On un peu parle comme beaucoup de tous santé les mentale, aidants. mais Mhm. ouais, c'est ça. Mhm. Mais là, on est quand même un cran au-dessus sur, ok, Oui, oui, oui. là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ce serait ça. Écoute, si je trouve quelqu'un dans ce thème-là, je ne manquerai pas de l'inviter. Mais c'est pas évident à trouver puisque justement Bien sûr. la parole n'est pas encore très ouverte là-dessus. Mais Mm. si je trouve, avec plaisir. Bah, si Du une coup, c'est la... personne qui écoute ce Oui, podcast voilà, se reconnaît, n'hésitez pas à envoyer un message. carrément. Mais carrément. Écrivez-moi. Euh, donc c'est la fin de l'épisode. Où est-ce que on peut te retrouver, Amandine? Alors du coup, on peut me retrouver à 2 endroits. Alors celui qu'on aime le moins, c'est LinkedIn, parce que quand même, voilà, j'y suis de temps en temps et c'est quand même pour garder le contact avec des personnes que je rencontre lors d'événements professionnels, c'est quand même pratique. Mhm. Donc sur LinkedIn à Amandine Dupré, D-U-P-R-E. Et majoritairement, on me retrouve sur Instagram, amandine.leadership, parce que c'est là où je laisse sortir toute ma créativité et où j'accompagne un maximum de femmes à prendre confiance en elles et à développer leur posture de chef d'entreprise. Et s'il y a des profs Génial. qui nous écoutent, j'ai encore mon site internet qui, qui fonctionne. Qui est actif. Oui, puisque c'est là où j'ai trouvé Oui, toutes les infos. yes. Et qui du coup bah, voilà, présente mes différents accompagnements pour les profs qui sont encore d'actualité. Mais génial. Donc si les auditeurs ont des profs en tête ou des chefs d'entreprise qui ont besoin d'aide pour y voir clair, n'hésitez pas à contacter Amandine du coup. En tous les cas, merci infiniment Amandine pour ce temps, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et puis, de toute façon, je remets tous les liens dans la description du podcast. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à à me laisser un commentaire si le podcast vous a plu ou si vous voulez contacter Amandine. Et puis bonne soirée, journée où vous soyez et à bientôt sur le podcast Héroïne du quotidien. À bientôt!